Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition. Le sommaire, activité au Palais des Gouverneurs à Porte-Novo ce jeudi. L'ouverture de la deuxième session extraordinaire n'a pas eu lieu, raison le quorum n'était pas atteint. La présidente de la Corée du Sud est chassée du pouvoir par la justice de son pays. La Cour constitutionnelle a définitivement validé la destitution de Park Geun-hye. 3 jours de deuil national ont été décrétés par le président Jimmy Morales au Guatemala, pays qui rend hommage à 33 adolescentes décédées dans un incendie. C'est tout pour le sommaire. À nouveau, bonjour. Activité au Palais des Gouverneurs à Porte-Novo ce jeudi. Ouverture manquée hier de la deuxième session extraordinaire de l'année 2017 à l'Assemblée nationale. Les parlementaires béninois ont tout de même suivi un atelier de la mission de travail de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture sur la mise en place d'un programme d'assistance pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le représentant résident de la FAO au Bénin, Thiemo Koyo, apporte ici quelques précisions. La FAO va mettre en place des mécanismes qui vont leur permettre d'échanger avec d'autres parlements, aussi bien en Afrique que dans le monde, pour pouvoir échanger les bonnes pratiques parlementaires. La FAO va mettre à leur disposition des informations, des statistiques qui permettent de travailler, de légiférer, de faire des réglementations basées sur des chiffres pertinents. Donc pour nous, il s'agit d'aider les députés à être beaucoup plus performants dans ce domaine. Et c'est un complément à ce que nous faisons avec le gouvernement, où nous travaillons aussi sur l'élaboration des politiques, les plans nationaux d'investissement agricole, la mise en œuvre des programmes. Donc c'est le tout ensemble qui va être un accélérateur des programmes de développement, des programmes de sécurité alimentaire. Les députés entendent s'inscrire dans la même dynamique que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture pour faire progresser au Bénin l'agenda de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations ainsi que le développement agricole. Le député Idrissou Bako au micro de Amen Didier Mpwendi et Romaric Devouché. Je crois que les informations que nous avons eues ont été d'une grande utilité par rapport à la situation de la sécurité alimentaire dans le monde, en Afrique et particulièrement au Bénin. Aussi par rapport à la question de la malnutrition. Et cela a montré aux députés béninois comment nous sommes interpellés pour que on puisse avoir une législation performante permettant à nos populations de pouvoir s'alimenter sur la base de la nourriture saine, c'est-à-dire des aliments sains, aussi bien les aliments qui sont importés que les aliments qui sont produits sur le plan national. Donc voici pourquoi je crois qu'au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons mesuré la portée de la question et déjà au niveau des députés, nous nous organisons déjà pour nous retrouver en réseau et pouvoir traiter de la question de la sécurité alimentaire en partenariat avec la FAO. Retour à Cotonou, projet de décret portant transmission à l'Assemblée nationale de la Convention Médicrème, revalorisation de la cité lacustre de Ganvier et rencontre d'une délégation béninoise avec les autorités françaises dans le cadre de l'opérationnalisation du processus de restitution des biens culturels du Bénin en France. Ce sont là l'essentiel des décisions issues du Conseil des ministres ce mercredi 8 mars 2017. Pascal Ironé Koupaki, secrétaire général de la présidence de la République, nous en fait le point. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a présidé le Conseil des ministres de ce jour, mercredi 8 mars 2017. Le premier concerne le projet de décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification d'une convention, la convention Médicrème.
La Convention Médicrime est une convention de droit pénal contre le trafic des faux médicaments et les infractions similaires qui menacent la santé publique. Cette convention du Conseil de l'Europe est ouverte à tous les pays et elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. La Convention vise à prévenir et à combattre les menaces qui pèsent sur la santé publique des populations. Cette Convention incrimine certains actes, protège les droits des victimes des infractions établies conformément à la Convention. La ratification par le Bénin de cette Convention participe de la volonté du gouvernement de renforcer la législation sur le trafic des faux médicaments et la vente illicite des produits pharmaceutiques. Le projet Réinventer la cité lacustre de Gambier est l'un des projets phares retenus dans le programme d'action du gouvernement en vue de faire du tourisme un pilier majeur de l'économie béninoise. Ce projet vise à faire de Gambier, à travers la réhabilitation de son habitat, de son cadre de vie et de sa protection environnementale, un site pilote de mise en valeur d'un tourisme lacustre, respectueux de l'authenticité et des normes environnementales. Il s'agit donc bien de réinventer Gambier sur ses bases culturelles et sociales fortes et solides. Il s'agit aussi d'inscrire la cité Gambier dans un processus de réhabilitation et de rénovation sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, sachant qu'il est seulement, à ce jour, inscrit sur la liste indicative de cette organisation internationale. Le Conseil a pris connaissance de l'étude de faisabilité de ce projet. Il a instruit le ministre du Cadre de vie et du Développement durable à l'effet de faire engager les études de détail qui porteront sur 9 secteurs d'intervention, à savoir l'urbanisme, la rénovation de l'habitat, les équipements de confort, la santé, l'enseignement, la formation continue, l'environnement du lac, la pêche et le tourisme. Le Conseil a autorisé l'organisation d'une rencontre entre une délégation officielle de notre pays et les autorités françaises pour l'opérationnalisation du processus de restitution des biens culturels du Bénin en France. Le maire de la commune d'Abomey-Calavi, Georges Bada, était en tournée ce mercredi dans divers arrondissements de sa commune. Accompagné des membres de son conseil communal, il a inauguré à l'occasion des salles de classe, des hangars de marché visités, des chantiers en cours dans la commune. On fait le point avec Fréjus Serra. La tournée du maire d'Abomey-Calavi, Georges Bada, et son conseil dans la commune a démarré ici, à Ouamen-Sodo. Objectif, assister à la remise de chantier du pont Ouamen-Kokotomen par Jacques Ayadi, directeur général des infrastructures à l'entreprise retenue pour les travaux. Nous sommes venus remettre techniquement le site à l'entreprise Soja Sato, ici représenté, pour lui dire qu'il dispose d'un délai de 3 mois pour nous soumettre le dossier d'exécution du projet. Tout le conseil communal suit et informe au fur et à mesure le peuple que les souffrances de la population ici seront conjuguées aux oubliettes bientôt. La tournée s'est poursuivie par une visite de courtoisie au roi de Huetor et par l'inauguration d'un module de 3 classes à Sakome, à Togba. Nous allons demander respectueusement à M. le maire de penser aussi à l'équipement de cette infrastructure. Et nous promettons en faire bon usage. Le fonds FADEC est voté et envoyé depuis 2014. Vous avez débloqué quelques mois depuis votre arrivée à la tête de la commune d'Abomey-Calavi. Et c'est ça, ce joyeux, ce grand bâtiment que vous avez à côté de vous, de voir. Ce n'est pas ça la seule. Monsieur le maire, fonds FADEC 2015.
Vous avez envoyé plus de 20 millions de tabac. Après cette étape, le roi de Wedo a aussi reçu la visite de la délégation communale d'Abomey-Calavi avant que cette dernière n'inaugure 3 hangars de 8 places chacun au marché d'Aïdiedo à Wedo. Vous avez choisi ce jour, 8 mars 2017, où le monde entier célèbre avec solennité la Journée internationale de la femme, pour nous rendre visite et procéder à l'inauguration de notre marché. Nous vous en sommes reconnaissantes car c'est la première dans l'histoire de Wedo. Pour que les activités de nos femmes puissent se développer, puissent croître, que les femmes gagnent d'argent, que beaucoup d'argent soit entre les mains des femmes. Si les femmes ont beaucoup d'argent, je crois que les hommes sont heureux. Si nous voulons que Wedo soit l'arrondissement révélé de la commune d'Abomey-Calavi, qui sera une commune également révélée dans le Bénin, pour que le Bénin soit révélé à son tour, nous devons rester ensemble. Le cap a été ensuite mis sur Révier avec ici aussi une visite au roi de Révier. La délégation a par ailleurs effectué une descente sur le site d'entreposage des ordures de Révier et au seul CEG de l'arrondissement avant l'inauguration d'un module de 3 salles de classe au complexe scolaire de Rouemé. Un grand acte dans la vie des élèves de Rouemé qui travailleront désormais dans de bonnes conditions. L'éducation est l'arme la plus puissante pour construire le monde. Les 3 classes auront, dès la fin de ce mois, le mobilier qu'il faut pour que les enfants rentrent dans les salles de classe. La tournée du maire Georges Bada s'est achevée par une escale sur le site de construction du pont de Révier pour encourager les différents acteurs engagés dans les travaux qui, par la voix de Jean Dossoumont, ont promis rendre le pont fin mai. Officiellement en repos médical depuis 2 mois en Grande-Bretagne, le président nigérien Muhammadu Buhari est rentré ce vendredi matin au Nigeria. Arrivé à l'aéroport de Kaduna dans cette matinée, il a été accueilli par ses bras droits politiques, dont le vice-président Yemi Osinbajo et son porte-parole Garba Shehu. Pendant tout le temps de son absence, son état de santé a fait l'objet de nombreuses spéculations au sein de la population. Actualité politique en France, le candidat Les Républicains à la présidentielle, François Fillon, a défendu jeudi soir à Besançon la création d'un nouveau type d'établissement scolaire indépendant et innovant dans les zones en difficulté. Selon lui, ces écoles permettent de scolariser des enfants qui étaient harcelés, des enfants ayant un trouble de l'attention, des enfants issus de l'immigration et qui croient au mérite, des enfants en total échec scolaire dans le système traditionnel. Suivez plutôt. Je dis aux chefs d'établissement et aux enseignants mon plein soutien. Ils sont en première ligne face à l'incivisme et à la brutalité de certains élèves qui se prennent pour des caïds. À l'époque, nous avions, avec mon gouvernement, pris des mesures pour la sécurité des établissements. Mais ce gouvernement a tout balayé d'un revers de la main. Il faudra y revenir. La sécurisation des entrées des lycées, avec des sas d'entrée, la vidéoprotection, la responsabilisation des parents par la suspension des allocations si c'est nécessaire. J'encouragerai la création d'une nouvelle catégorie d'établissements scolaires. Dans les zones de revitalisation rurale, dans les zones urbaines sensibles, l'État soutiendra la création d'établissements publics ou privés indépendants et innovants. J'ai pu faire des erreurs, mais qui n'en a pas fait ? Ceux qui n'ont jamais fait d'erreur ne sont pas nécessairement les êtres les plus justes et les plus solides. On ne devient pas président sans avoir été attaqué, injurié, écorché par ses adversaires. De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, tous furent des cibles, mais je l'ai dit, ce qui ne tue pas rend plus fort. Je suis assez bien placée pour dire qu'il est là pour améliorer beaucoup de choses et c'est vraiment important de voter pour lui. Il est sincère et je crois vraiment en lui et il va changer beaucoup de choses. Pour moi, c'est la situation. Donc à partir de là,
ce qui se passe à côté, je veux dire, ça m'est égal, parce que je ne cautionne pas forcément si c'est vrai. Mais après, pour moi, c'est lui pour la France, c'est tout. De son côté, venu sur les terres bordelaises d'Alain Juppé, Emmanuel Macron s'est efforcé ce même jeudi soir de séduire l'électorat juppéiste qu'il espère ravir à un François Fillon affaibli par l'affaire des emplois présumés fictifs. La renonciation définitive d'Alain Juppé a joué un éventuel recours pour la droite a semblé ouvrir un espace au centre dont le candidat d'En Marche espère profiter. Suivez ici sa déclaration lors de meeting. Le maire qui lui a succédé, c'est évidemment Alain Juppé. Alors, nous avons des différences. Il m'a parfois fait des reproches. Et est allé jusqu'à me reprocher mon âge. Bon. Je pense que, d'abord, ça n'est pas une maladie incurable. Ensuite, il y a des moments dans la vie d'un pays où ça peut même être un atout. Et pour ma part, je n'en ai jamais fait un étendard. Au-delà de ce petit coup de griffe qui importe peu face à la lourdeur d'autres coups portés, je voulais ici saluer celui qui est un grand responsable politique français, qui est aujourd'hui un maire respecté et qui a transformé très profondément sa ville. Je voulais ici, sans plus en rajouter, mais dire mon estime pour, au-delà du travail qui est le sien aujourd'hui, la décision qui a été la sienne et surtout les termes de celle-ci. Lorsqu'on a sa carrière, qu'on a eu son engagement, reconnaître le besoin qu'a aujourd'hui notre pays, à la fois de renouvellement et en même temps d'extrême probité. Ça n'était pas facile et il l'a fait. Il y a très peu de gens qui sont capables de faire ça. Ne pensez pas non plus que le triste candidat de la droite qui marie aujourd'hui les réactionnaires et les opportunistes puisse construire quoi que ce soit. Les 15 derniers jours ont suffi à vous montrer une chose. Ils ne partagent plus les mêmes valeurs. Ils n'ont plus de mêmes projets. Le moindre coup de vent fait filer tout le monde. Ils reviennent dès après, quand l'intérêt est là et chantent ses promesses. Mais ils ne construiront rien, parce que les coups de vent, nous en aurons dans les 5 années à venir. Il faudra savoir résister. Et vous avez déjà la liste de toutes celles et ceux qui s'égaieront. Toujours au chapitre politique, à moins de 2 mois du référendum sur la révision de la Constitution et le passage à un système présidentiel, les Turcs se mobilisent pour ou contre l'application d'un test renforçant les pouvoirs du président. Diabolisés par le pouvoir en place, les partisans du non peinent à faire entendre leur voix. Interdits de tenir des meetings publics, ils trouvent des moyens alternatifs pour mener leur campagne. Reportage. Embarqués à bord du bateau qui dit non. Le 16 avril prochain, les Turcs seront appelés aux urnes, un référendum sur la réforme de la Constitution qui va renforcer les pouvoirs du président. Entre arrestation et garde à vue depuis quelques semaines à Istanbul, cette position n'est pas sans risque. Alors à défaut de s'exprimer dans les rues, le système D, c'est les espaces confinés. Les salles dédiées aux rencontres sont aux mains de la mairie de quartier qui, depuis 10 jours, nous fait tourner en rond pour ne pas nous prêter de lieu. Alors nous avons décidé que la campagne du non ne sera pas entravée et nous avons loué un bateau pour notre réunion de campagne. Discussions, tractations, la société civile s'organise, les partis politiques aussi. Dans cette salle de mariage redécorée pour l'occasion, les invités assistent à une rencontre en faveur du non, organisée cette fois par le HDP, le parti d'opposition pro-kurde. Pour eux, cette campagne, c'est une forme de résistance. Le référendum est pour nous une opportunité. On ira dans les rues, sur les places, mais même si on nous en empêche, les maisons, les cafés et les ateliers sont à nous. On assurera notre campagne là-bas. Je pense que si le non emporte, nous vaincrons la peur ambiante aussi, car la campagne du oui s'est fondée sur la peur. Cette réforme controversée, composée de 18 articles, est déjà validée par le Parlement turc, limite considérablement les pouvoirs du Parlement ainsi que l'indépendance de la justice.
Nous sommes là pour la démocratie en Turquie, pour la liberté des individus, pour ne pas confier un pays de 80 millions d'habitants à une seule personne. Mais à moins de 2 mois du vote, la Turquie devra avant tout faire face à d'importants défis sécuritaires. Plus de 43 000 personnes ont été arrêtées dans des purges après la tentative de coup d'État du 15 juillet dernier. Fin du suspense en Corée du Sud. Après des mois de turbulences politiques, la plus haute instance judiciaire de Corée du Sud a entériné vendredi la destitution de la présidente Park Geun-hye, poussée vers la sortie par un gigantesque scandale de corruption. À l'unanimité de 8 juges, la décision est définitive et immédiate. Reportage Aristide Setti. C'est une décision historique. Park Geun-hye devient la première présidente de l'histoire de la démocratie sud-coréenne destituée. Les 8 juges constitutionnels de la Corée du Sud ont décidé à l'unanimité qu'elle avait violé la loi et la constitution en laissant sa confidente Choi Soon-sil s'immiscer dans les affaires d'État. On lui reproche également d'être impliqué dans un vaste scandale de corruption. D'après la décision unanime des juges de la Cour, nous annonçons le verdict. Nous congédions l'accusée, la présidente Park Geun-hye. Park Geun-hye a trahi la confiance du peuple, ont conclu les juges, dont la décision intervient 3 mois après que l'Assemblée nationale l'a destituée. La dirigeante destituée doit quitter le palais présidentiel, la Maison Bleue, et perd tous ses pouvoirs. Concernant le désastre du ferry de Séoul, même si l'accusée n'a pas enfreint la responsabilité de protéger les droits à la vie, elle a enfreint la législation des représentants du gouvernement et la Constitution sur l'exercice loyal de ses fonctions. Les juges Kim Min-so et Lee Jin-sung ont ajouté que c'est une raison insuffisante pour la destituer. Le centre de Séoul, capitale de la Corée du Sud, est presque en état de siège, avec des cars de la police stationnés sur des centaines de mètres. Pare-choc contre pare-choc pour séparer les partisans de la présidente destituée en colère de ses opposants. De plus, le procès de destitution n'est pas une question d'idéologie entre conservateurs et progressistes, mais il s'agit de protéger la loi constitutionnelle. Le juge Han Chun-ho a décidé que la décision de destitution doit être faite pour nettoyer les mauvaises habitudes politiques. De leur côté, les opposants à la présidente font la fête. La destitution de la présidente aujourd'hui va vraiment entrer dans l'histoire. Je suis très émue et je suis très contente. C'est bon. La présidente déchue a perdu son immunité présidentielle et elle va devoir répondre aux questions des juges sur les allégations de corruption de la part des grandes entreprises. Fille de l'ancien dictateur Park Geun-hye, elle était devenue en 2012 présidente de la Corée du Sud. Une Corée du Sud qui doit désormais tourner la page de sa gestion du pouvoir, interrompue en décembre 2016 par une destitution puis confirmée par la Cour constitutionnelle. Une présidentielle anticipée devrait avoir lieu le 5 mai prochain. En attendant, Kyo-han devrait continuer par diriger le pays. Changeons de registre, l'indignation était vive jeudi au Guatemala au lendemain de la mort de 33 adolescentes dans l'incendie d'un foyer pour mineurs dénoncés pour des mauvais traitements et des abus sexuels. Une tragédie que des pensionnaires sont soupçonnés d'avoir provoqué. 3 jours de deuil national ont été décrétés par le président Jimmy Morales. Certains manifestants et proches des victimes décrivent le drame. On les écoute. Qu'est-ce que je peux dire? Nous sommes des femmes et on ne peut qu'être contre ce qui se passe. Ça ne peut pas rester ainsi. Nous sommes fatigués. Nous n'avons pas le même sang, ce ne sont pas mes vraies filles, mais ce sont des enfants du Guatemala et nous sommes tous guatémalèques et ce sont nos filles qui sont là. Nous devons les défendre, les appuyer, les aider. Toute la population devrait se lever et protester devant la résidence du président, le palais présidentiel, devant le Congrès et les organes
Je demande justice parce que quelqu'un aurait dû leur ouvrir la porte quand le feu a commencé là où elle était. Je demande justice parce qu'il y aurait dû y avoir des policiers pour leur ouvrir la porte aussitôt que le feu a pris. Les forces irakiennes avancent dans Mossoul ouest. Les autres forces de l'offensive, les autres forces de sécurité impliquées dans l'offensive lancée le 19 février pour reprendre la partie ouest de la métropole du nord de l'Irak, dont la moitié orientale avait été reprise fin janvier, consolidaient leurs gains des derniers jours. Commentaire. L'État islamique recule encore à Mossoul. Les États-Unis se renforcent en Syrie. Parmi les centaines de milliers de civils toujours présents à Mossoul-Ouest, seuls quelques 50 000 ont réussi à fuir et rejoindre des camps de déplacés selon l'Organisation internationale pour les migrations. Les djihadistes défendent leur dernier bastion irakien sans leur chef Abou Bakr al-Baghdadi, qui est vivant mais a quitté Mossoul selon un responsable américain. Washington prévoit en effet d'ajouter 400 soldats américains aux 500 déjà présents dans le nord de la Syrie, où ils appuient notamment l'offensive qu'une alliance de combattants kurdes et arabes mène contre Raqqa, le fief syrien de l'État islamique. L'administration Trump est actuellement en train d'examiner le plan pour vaincre l'État islamique que le nouveau président américain avait demandé au Pentagone peu après son entrée en fonction. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a par ailleurs rapporté que 23 civils avaient été tués jeudi dans un village du nord du pays dans des raids présumés de la coalition internationale anti-djihadiste que Washington dirige. Si la guerre en Syrie frappe toute la population, elle pénalise particulièrement les sourds-muets qui doivent la subir sans pouvoir se faire comprendre. Dans une salle associative de Damas, des jeunes sourds-muets créent et enseignent des signes pour raconter le conflit qui ravage le pays depuis 6 ans. Reportage. Au centre Emara de Damas, ces jeunes sourds et muets apprennent des signes pour parler de la guerre. Riyad Homos participe à l'élaboration de ce nouveau vocabulaire. Sa famille a été tuée par des tireurs embusqués, mais ce n'est qu'en voyant ses proches tomber autour de lui qu'il a compris qu'on leur tirait dessus. En Syrie, à cause de la guerre, nous avons inventé de nouveaux signes, comme groupe État islamique, ou encore bombardement. Un signe pour le drapeau de l'opposition et un signe pour terroriste. Officiellement, il y a plus de 20 000 sourds et muets en Syrie, mais selon l'EMA, ils seraient 5 fois plus nombreux. Ils subissent la guerre sans entendre ces bruits et sans pouvoir se faire comprendre. Bicher utilise une tablette pour pouvoir communiquer quand elle n'a pas d'interprète. En juillet 2012, des rebelles s'emparent de son quartier sans qu'elle ne comprenne ce qui se passe. Je dormais sans mon appareil auditif, mais comme on dormait tous dans le couloir, le mouvement des gens autour de moi, le sol qui bougeait, m'ont réveillé. Personne ne m'expliquait ce qu'il se passait, tout le monde était pressé. Si on voulait que je fasse quelque chose, on tirait sur mes vêtements. Avec la guerre, l'exclusion n'est plus le seul handicap des sourds et muets. Les problèmes de communication dans les nombreux checkpoints dans la ville et le chômage rendent la vie encore plus difficile. Pour les sourds, à l'origine, il y avait déjà un problème d'égalité, de l'accès à l'emploi. Aujourd'hui, on ne parle plus d'égalité des chances, parce qu'il n'y a plus d'opportunités du tout. Avec ce nouveau vocabulaire, les sourds et muets en Syrie peuvent enfin s'exprimer face aux ravages de la guerre, qui dure depuis maintenant 6 ans. Ainsi s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité. À très vite sur Eden TV.